Donc on va essayer de faire un dialogue à 8 pour arriver à aborder tous les points de cette planification territoriale. Donc commençons déjà par la chaleur qui est souvent le grand oublié quand même du débat énergétique, et pourtant elle représente près de 50% des consommations. Alors Christophe Bouillon, bon, avant de sauter dans la chaleur, je vais quand même vous poser une question. Alors, vous êtes président de l'APVF, donc l'Association des petites villes de France, qui rassemble des villes de 2500 à 25 000 habitants à peu près. Et vous êtes maire de Barentin, une ville près de Rouen, ainsi qu'ancien député de Seine-Maritime. Donc la première question, ce serait, vous, les zones d'accélération chez vous, dans les petites villes de France, comment ça se passe? On a entendu tout à l'heure que dans les régions, il y avait une mobilisation, en tout cas. Chez vous, comment ça se passe? Alors, merci d'abord de votre invitation. Il y a comme un effet, parfois, vous savez, un effet Ikea. Sur le catalogue, c'est beau, ça a l'air très solide. Après, quand on passe aux exercices pratiques, avec le plan, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a évoqué la question des zones d'accélération, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les zones d'exclusion. Nous, on avait, comme beaucoup d'autres associations de collectivités locales, demandé à ce que ça soit, une démarche ascendante. Donc là, on est plutôt bien servi, puisque ça part du niveau local. On avait demandé également à ce que les maires soient à la partie et soient à la manœuvre au départ pour définir au mieux, dans cette logique de proximité, quelles pourraient être en effet, à l'échelle de leur territoire, à la fois les zones d'accélération et les zones d'exclusion. Il y a ensuite l'échelon départemental, pas la collectivité, mais le territoire. Et puis, ça a été dit tout à l'heure par le président Franck Leroy, l'échelon régional qui est essentiel. Personne n'oublie qu'il y a le chef de file à la fois sur les énergies, mais aussi sur le climat, et que ça me paraît en effet très judicieux. Mais l'exercice n'est pas si simple que ça. Vous avez rappelé tout à l'heure l'échéance à la fin de l'année, qui n'est pas inscrite dans la loi. C'est une volonté du gouvernement d'aller à la fin de l'année, mais ce n'est pas dans la loi. Quoi qu'il en soit, c'est facile pour certains. Certains s'y sont préparés, ont déjà investi le sujet depuis plusieurs mois, voire certains plusieurs années. Pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicat. Il y a un passage quand même à l'échelon intercommunal. Et j'ai envie de dire que la première des difficultés, c'est bien évidemment, on ne fait pas cet exercice au doigt mouillé. Il ne s'agit pas pour un élu local de se dire je vais prendre cette zone-là parce que ça m'arrange, ou plutôt cette zone-là. Il y a un besoin d'ingénierie. Et ce n'est pas faux de dire que toutes les collectivités locales ne sont pas logées à la même enseigne. Il faut accompagner cela. Des régions le font. L'exemple du Grand Est est très parlant. D'autres régions également sont dans la même dynamique. Mais ce besoin d'ingénierie peut plus ou moins ralentir des collectivités qui voudraient, enfin en tout cas, c'est une démarche volontaire par ailleurs, qui se lance dans cette dynamique. Et puis, autre sujet, j'ai envie de dire, c'est un peu l'alignement des planètes, ou plus exactement de régler toutes les horloges. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de communes, et notamment les plus petites, qui sont engagées dans des PLUI HD, qui sont engagées dans des PCAET, qui sont engagées avec l'objectif qui est présent aujourd'hui dans les modifications des SRADET sur le zéro artificialisation nette, qui sont engagées dans les cotes en lien avec l'ADEME parfois. Bref, quand on accumule toutes ces démarches, c'est parfois un peu compliqué, il faut le dire avec une grande lucidité. Pour beaucoup d'élus, à la fois il y a cette difficulté d'ingénierie, et quand on a cette capacité malgré tout de profiter d'une bonne ingénierie, il faut faire en sorte que tout ça s'articule au mieux, et puis éviter un effet qui est parfois un irritant pour beaucoup de maires, et notamment de maires de petites collectivités, c'est qu'ils ont le sentiment parfois qu'on leur demande de refaire toujours un peu la même chose, de remettre l'ouvrage sur le métier. Et ça pose une difficulté, parce que, bien évidemment, toutes ces démarches que j'ai citées, elles nécessitent un diagnostic, et qu'on a parfois l'impression qu'à peine un diagnostic terminé, qu'on nous demande d'en refaire un autre. Donc, ça va dans le bon sens, parce qu'on a besoin d'accélérer, mais en même temps, il ne faudrait pas laisser sur le chemin des collectivités, même si elles ont la volonté avec elles. Donc on entend bien, besoin d'ingénierie en tout cas. Monsieur Yannick Duport, vous êtes directeur commercial
et international de Dalkia. Vous accompagnez des collectivités, notamment sur les réseaux de chaleur. Est-ce que vous avez vu déjà une accélération au niveau de la chaleur renouvelable et comment vous pouvez accompagner les collectivités ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je commencerai par dire, je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat que la décarbonation aujourd'hui n'est plus une option. On l'a vu au travers de toutes les interventions et des films que vous avez présentés. Vous l'avez rappelé, la chaleur prend toute sa lumière aujourd'hui. 50% de la consommation d'énergie finale, ça pèse. Et je rajouterai un chiffre, c'est 60% est carboné. Donc on a beaucoup de travail devant nous. C'est le métier des hommes et des femmes de Dalkia qui sont engagés tous les jours aux côtés des territoires, aux côtés des clients, pour agir dans cette transition énergétique. On agit sur 2 piliers, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire c'est le moins consommé, c'est de l'optimisation, c'est de la réduction de factures, c'est de la sobriété. Ça, c'est le premier pilier. On a le deuxième pilier, c'est le développement du mieux consommé, les énergies renouvelables et de récupération. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on agit ? On agit, ça a été dit, dans les territoires. La clé et les projets se jouent dans les territoires avec les ressources locales des territoires, avec plusieurs choix technologiques. Le premier, on sent une accélération, mais elle est encore insuffisante. Il faut s'investir longuement dessus. C'est les réseaux de chaleur et de froid d'ailleurs, où on anime, on manage, on pilote plus de 330 réseaux aujourd'hui sur le territoire français, et on les décarbone à hauteur de 65%, avec des solutions de chaudière biomasse, comme on est en train de faire sur Lunéville, avec de la géothermie, comme on a fait sur Évry, avec dans le sud de la France de la thalassothermie, on utilise les calories de la mer. Et voilà, et c'est toujours des projets qui se situent dans les territoires et en local. Alors ça, c'est le secteur des territoires des collectivités, puis on agit aussi dans l'industrie. On est présent sur plus de 3000 sites industriels, et là on agit aussi sur les procédés, sur l'optimisation des procédés et des process, et puis sur les grosses chaudières qui produisent de la vapeur et de la chaleur. Alors les solutions, c'est du bois énergie, c'est du bois de déchets également, ça peut être des combustibles solides de récupération, et puis aussi c'est de l'intelligence artificielle qui permet dans l'optimisation des process de gagner des pourcentages de l'efficacité énergétique supplémentaire. Et puis parfois ces deux mondes se rencontrent sur les territoires. 2 exemples que je pourrais citer, Charleville-Mézières dans le secteur de l'automobile chez Stellantis, ou en Auvergne chez Constellium, un fabricant à Issoire, un fabricant d'aluminium, monde de l'aéronautique qui fait les ailes d'avion, où en fait on a mis en place des projets avec eux de récupération de chaleur qu'on injecte dans le réseau. Donc là on est vraiment sur une dynamique totalement gagnante entre l'industriel qui rejetait cette chaleur aux petits oiseaux, qui vient se faire rémunérer pour ça, l'injection d'énergie renouvelable dans le réseau qui alimente le territoire, qui fait bénéficier d'une énergie verte et puis à faible coût aux utilisateurs, et finalement tout ça c'est bon pour la planète. Donc les technologies on les a, il faut continuer à accélérer. J'aurais pu aussi vous parler de l'électrification, puisqu'on a la chance de l'avoir, de l'électricité aussi décarbonée. On voit bien l'émergence de fours électriques, de pompes à chaleur dans le tertiaire et l'habitat, ou dans l'industrie sur de la très haute température, ou du photovoltaïque thermique solaire également. Voilà, je crois que c'est tout un mix de solutions qui est en train de se mettre en place dans les territoires avec des énergies et des ressources locales, et avant tout, c'est les projets des clients qu'on essaye d'accompagner. Il y a une réelle accélération depuis quelques mois sur la chaleur, ou c'est encore assez timide ? Alors, on sent une accélération. Je pense que la crise est passée par là, avec les prix des énergies, évidemment. Après, on est sur des temps longs. Construire un réseau, c'est plusieurs mois, plus de 2 années très souvent. Donc, il faut continuer, évidemment, à investir sur les politiques en local. On peut citer le fonds chaleur, où il y avait des subventions en 2019 autour de 300 millions d'euros. Il devrait être porté aux alentours de 800 millions d'euros, mais c'est encore insuffisant. L'accélération se fait, mais il faut vraiment continuer à investir, et puis dans la durée. Il ne faudrait pas que ça s'arrête dans 2-3 ans, parce que, je vous le disais, le scope de transformation est important. On est au début, ça s'accélère, mais il faut continuer. Message positif, message pérenne à avoir en tout cas pour la chaleur. Christophe Bouillon, vous avez préparé
la loi de programmation énergie-climat, donc avec l'APVF, les petites villes de France, vous copilotez le groupe de travail sur la chaleur et les énergies bas carbone. Alors, que défendez-vous pour la chaleur? Alors, de façon très simple, le fonds chaleur, la TVA à 5,5, si je veux être très concret. Le fonds chaleur, on a vu qu'il était augmenté, qu'il devrait être augmenté à 800 millions d'euros. Est-ce que vous demandez aussi 1 milliard ou 800 millions d'euros? Il y aura assez de projets en face? Ce qu'on demande, c'est d'avoir les moyens de faire. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de collectivités aujourd'hui qui sont engagées dans des démarches. L'ADEME a financé beaucoup d'études de faisabilité pour permettre à des collectivités qui imaginaient possiblement de mettre en œuvre un réseau de chaleur, de savoir si c'était possible ou pas possible et quel type d'énergie on pouvait utiliser pour ce réseau. Et ça a été un véritable coup de pouce essentiel pour les collectivités. Je signalais tout à l'heure le défaut d'ingénierie. Ce financement par l'ADEME de ce type d'études, ça a permis d'y voir clair pour beaucoup de collectivités. Vous savez, concrètement, les collectivités, elles n'ont pas perdu un des grands acquis de la loi de la transition énergétique, celle de 2015, ça remonte quand même à quelques années de cela, qui est la notion de mix énergétique. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Et j'ai entendu comme vous attentivement ce que disait Gilles Figenstein sur l'opinion qu'on peut avoir des différentes énergies. Eh bien, elles font, en fonction de le territoire, et elles mettent, excusez-moi cette expression normande, pas tous les œufs dans le même panier. Elles font un peu de photovoltaïque quand c'est possible, elles font du gaz vert quand c'est possible, elles font de la chaleur biomasse quand c'est possible, etc. C'est-à-dire qu'elles ne ferment aucune porte et elles font en sorte à ce qu'elles ne soient pas, par ailleurs, soumises parfois à des vents contraires. On voit comment ça se passe ces derniers temps en termes de saut technologique, en termes de contexte géopolitique ou en termes aussi d'évolution dans les opérateurs. Je pense que c'est cette notion de prudence qui est très présente chez les maires qui est intéressante. Alors oui, concrètement, dans la commune où je suis, autour de 12 000 habitants, qui est assez révélatrice de collectivités qui ont des équipements, c'est-à-dire qui ont ce souhait de pouvoir les alimenter. Et donc le réseau de chaleur est très opérant et très pertinent pour pouvoir le faire concrètement. Cette étude de faisabilité, elle nous a apporté une réponse positive sur le fait qu'on pouvait réaliser un réseau de chaleur de 11 km pour 1000 logements collectifs, 19 équipements, avec la bonne densité et j'ai envie de dire la faculté maintenant pour nous de lancer la démarche pour trouver le bon opérateur. Mais vous voyez, ça, une collectivité, elle n'aurait pas pu le faire tout seul si elle n'avait pas eu ce coup de pouce de la part de l'ADEME d'une part, et puis d'autre part, des opérateurs qui s'intéressent aujourd'hui à la strate que je représente, et il y a même des communes beaucoup plus petites, parce que je rappelle par exemple que les villes entre 2500 et 25 000 habitants, il y a 26 millions de Français qui vivent aujourd'hui dans ces territoires, et c'est là aussi où il y a une concentration d'équipements, et c'est là où c'est important d'y répondre, notamment avec des réseaux de chaleur. Donc un réseau de chaleur à Barentin en 2027, c'est ça? Mais avec toute la complexité d'avoir des réseaux de chaleur dans les villes, les petites villes, dans le sens où le réseau est peu dense, donc derrière peu rentable. Monsieur Duport, quels seraient les facteurs de réussite dans ce contexte? Alors déjà, je pense qu'il faut essayer d'oublier personne. Les territoires sont vastes, divers. Je pense qu'il faut travailler vraiment, je reviens sur cette vision, mais travailler projet par projet avec le territoire, peut-être travailler le mode contractuel aussi, dont on va réaliser ce projet. On entend parler parfois de DSP, délégation de service public, ou de marché global de performance. Donc c'est un ensemble d'éléments qu'il faut regarder pour pouvoir faire émerger ces projets. Alors les facteurs clés de succès, j'en citerai 3, moi. Le premier, il faut qu'on ait des politiques énergétiques ambitieuses avec une vision moyen et long terme. Il en faut non seulement à la maille française, mais aussi européenne, voire mondiale. Le CO2 n'a pas de frontières. Et puis il faut qu'elle soit durable. Il faut éviter les zigzags. En plus, on est dans quelque part une guerre économique. On voit ce qui se passe aux US avec l'inflation réduction rate. Il ne reste pas non plus à ne pas agir pour finalement traiter ce dérèglement climatique. Donc on a aussi un sujet, une question de compétitivité. Et pour ça, je tiens à saluer
particulièrement, on a cité le fonds chaleur, même s'il faut l'accélérer et aller vers le milliard très rapidement. Sur l'industrie, il y a eu aussi les plans de France Relance qui se sont mis en place et qui ont boosté aussi, qui ont commencé à booster la transformation de la décarbonation de l'industrie. J'ai des équipes en Pologne et je peux vous dire qu'elles rêveraient d'avoir ce type de dispositif. Mais là, encore une fois, quand on s'engage, quand on veut réaliser des infrastructures comme ça, on est sur du moyen terme. Et pour prendre la décision, il ne faut pas avoir de zigzag dans ces politiques énergétiques. Le deuxième point, c'est le signal prix. Je crois qu'on a perdu ces derniers mois, ces 2 dernières années, toutes nos références. Le gaz, il était d'usage de parler de 19-20 euros le mégawattheure. L'électricité, c'était 42 euros du mégawattheure. Le prix du CO2, entre 5 et 7 euros la tonne. L'été dernier, donc pas cette année, l'année d'avant, en août 2022, et je ne parle pas du marché spot, je parle d'un marché moyen terme, le prix de l'électricité, 1 000 euros du mégawattheure. 1 000 euros du mégawattheure. Le gaz, 300 euros du mégawattheure. Le CO2, et ça c'est un bon signal, près de 100 euros la tonne. Alors depuis, les prix ont baissé, sont restés très élevés. Je pense qu'il faut arriver à la fois pour pousser aux économies d'énergie, démontrer que ça a de la valeur et donc avoir un certain prix, mais là aussi pour que les décideurs puissent prendre des décisions. Si on a un prix du gaz qui revient trop rapidement vers les 30 euros, 40 euros, ben ça peut mettre en pause un certain nombre de projets. Donc le signal prix est crucial. Et puis le dernier point, on agit dans le monde des services énergétiques. Qui dit service dit humain. On ne fera pas cette transition énergétique sans les hommes et les femmes. Donc s'opposer c'est bien, manifester c'est bien, mais je crois qu'agir c'est encore mieux. On a de très beaux métiers, il faut qu'on en fasse encore plus la promotion. La filière recrute, Dalkia recrute, et j'ai envie de dire, moi, à tous ces jeunes, venez, agissez et rejoignez les métiers de la transition énergétique et rejoignez Dalkia. Bon, merci beaucoup, le message est passé en tout cas. Merci à vous deux par rapport à la chaleur. Je pense qu'on peut vous applaudir. Alors nous allons passer maintenant à un sujet prégnant pour les territoires ruraux, qui est le développement de l'agrivoltaïsme. Donc je me tourne vers Raymond Girardi. Donc vous êtes président de la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne et par ailleurs agriculteur. Et Vincent Vignon, votre voisin à côté, vous êtes directeur du développement chez GLHD. Donc, Monsieur Girardi, sur votre territoire, vous avez déjà un parc photovoltaïque opérationnel de 130 hectares. Et surtout, vous portez un projet de 1300 hectares répartis sur 6 communes, donc en agrivoltaïsme. GLHD est un des développeurs présents et il y a déjà 3 fermes qui viennent de passer en enquête publique. Donc, on voit que c'est déjà bien concret. Alors, une question à tous les deux. Comment vous avez fait pour la concertation pour un si grand parc ? Bien, mais écoutez, s'il fallait rappeler ici l'ensemble du process pour arriver effectivement au développement qu'on a actuel, ce serait un petit peu long, alors je vais essayer de rester sur les éléments clés. Alors je présume qu'effectivement, tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui sont convaincus de l'utilité des énergies renouvelables. Ça a été dit, redit depuis ce matin. Mais mine de rien, il faut y revenir un petit peu quand même parce que quand un élu local est confronté, on peut le dire parfois à un projet, il faut que lui-même soit convaincu du côté indispensable des énergies renouvelables. Parce que si on subit les événements plutôt que de les porter ou les accompagner, c'est pas pareil. Et en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, donc au début du mandat, c'était pas le Grenelle de l'environnement, c'était les conférences environnementales à l'époque, donc c'est François Hollande en début de mandat qui les avait produites. Donc, moi je représentais à l'époque les départements de France. Et effectivement, j'ai participé à ces conférences, puisqu'il y en a eu 3, mais notamment les 2 premières. Et en rentrant à la maison, n'est-ce pas, dans ma commune et dans ma communauté de communes, je me suis dit, là, maintenant, il faut faire quelque chose, quoi. On ne peut pas continuer à utiliser, ça a été dit, les énergies fossiles, notamment charbon, pétrole, bien sûr un peu le gaz, mais surtout. Voilà, donc il faut arrêter de théoriser sur le sujet, il faut rentrer dans le vif du sujet et faire des choses. Effectivement, en rentrant, j'ai rencontré mes collègues maires de ma Concom, une communauté des communes très rurale, 27 communes. Je leur ai dit, voilà, il faudrait voir avec des opérateurs. Et assez rapidement, les choses sont mises en place. Et on a mis en place, donc, dans 4 communes différentes, 5 fermes au sol.
qui représentent à peu près 130 hectares aujourd'hui, qui sont opérationnels donc depuis 6 ans, 7 ans. Donc voilà, ça a été un premier jet et on était convaincus au niveau de notre collectivité, bien sûr, du bien fondé de rentrer dans les actes. Et après, les choses par rapport à la ferme, au parc que vous avez évoqué, les choses sont faites assez naturellement. Comme effectivement, on avait déjà des fermes au sol, il y a des opérateurs qui sont venus faire un petit tour sur notre terrain, qui ont rencontré des propriétaires fonciers et qui ont commencé, alors, agricoles et forêts, et qui ont commencé à discuter de conventions avec les propriétaires parce que les projets aujourd'hui ne sont pas publics, sont privés. Et les choses sont parties un petit peu entraînées de poudre. Et puis, ça a commencé, donc ça fait à peu près 5 ans, sur 100 hectares, 300 hectares, 700 hectares, 1300 hectares, 2000 hectares, ça ne s'arrêtait plus. Alors, donc, c'est là que la collectivité est rentrée en jeu en disant, attendez là, maintenant, il faut poser les choses. Il faut qu'à un moment donné, on ne soit pas un obstacle, mais la collectivité doit contrôler la situation, avoir un rôle facilitateur, bien sûr, mais fixer un cadre respecté. Donc et là, on a commencé à rencontrer ensemble les opérateurs, les propriétaires fonciers, tous les acteurs du territoire, déjà le département, la région, bon, voilà ce qu'ils pensaient par rapport au projet, parce que, mine de rien, 2000 hectares, ça a commencé à faire un petit peu de bruit, n'est-ce pas? Et donc, les choses se sont plutôt enclenchées rapidement. Donc, nous, au niveau de la communauté des communes, on a immédiatement pris chose, parce que même si c'est des projets privés, effectivement portés par des opérateurs privés et puis des propriétaires fonciers privés, c'est quand même la collectivité qui décide de la classification des sols en matière d'urbanisme, puisque l'instruction des droits de sol, ce sont les communautés des communes ou les communes. Nous, c'est la Comcom. En ce qui concerne, c'est une compétence transférée de la part des communes. Voilà. À partir de ce moment-là, on a mis en place les choses pour effectivement mettre en place une règle du jeu et un cahier des charges d'ensemble. Donc, on a produit à cette époque-là, donc, et en relation avec, puisque le foncier, c'est l'agriculture, essentiellement, en ce qui nous concerne, donc entre la Chambre d'agriculture, les collectivités territoriales et puis mes collègues maires, on a mis en place, si on peut dire, l'outil qui permet aujourd'hui d'amener l'ensemble. Et ça a débouché sur le fait qu'effectivement, à un moment donné, compte tenu de l'évolution technique et l'augmentation de la productivité d'ailleurs des panneaux photovoltaïques, de réduire la surface. C'est-à-dire on avait 1300 hectares au départ de terres agricoles, on avait 700 hectares de forêt. Alors, je ne vous cache pas que la partie forêt, bon, moi je vis dans le massif forestier landais, n'est-ce pas, ça posait un petit souci, donc on l'a retiré. On a dit on n'en fera pas dans la forêt, point. Voilà. Et tout le monde s'est aligné sur la décision de la collectivité. Alors par contre, après, il y a eu la partie photovoltaïque sur des terres agricoles qu'on a transformée en agrivoltaïque. D'ailleurs, on a contribué, puisque le Sénat, quand ils ont commencé à auditionner des territoires sur la vision, des territoires sur l'agrivoltaïque, ils sont venus nous voir, on a présenté nos projets, et effectivement, ça a permis aussi, si on a pu apporter notre pierre à la contribution de la loi, c'est que mieux. Donc aujourd'hui, ce projet est bien avancé et je tiens à préciser qu'en termes d'acceptabilité, non pas que ce soit facile, plus facile chez nous qu'ailleurs, n'est-ce pas? Et la solution qu'on a apportée, c'est de mettre dans la boucle, dès le départ, tous les acteurs. Les citoyens, bon, les collectivités territoriales évidemment, nous, localement, le département, la région, mais aussi toutes les assos. Assos environnementales, associations, chez nous c'est très important, des chasseurs, parce que dans le massif, je peux vous assurer qu'ils ont leur mot à dire. Voilà. Donc de les mettre autour de la table, que personne n'ait eu l'impression d'être exclu ou qu'on leur cache des choses. Vous savez, la paranoïa, c'est une chose qui existe, voilà, les faire rentrer dans la boucle dès le départ. Ce qui nous a permis d'aboutir à ce projet, qui en fait est de 1300 hectares. Alors on appelle un parc, parce qu'il est composé de 10 fermes dans 6 communes différentes. On s'entend bien que ce n'est pas 1300 hectares d'un seul tenant, c'est réparti sur le territoire. Et donc aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, puisque les 10 fermes, le préfet de Lot-et-Garonne, puisque c'est en Lot-et-Garonne, le préfet de Lot-et-Garonne a signé les 10 permis, 8 sont terminés et purgés de tout recours, il en reste 2. Voilà, qui d'ici une quinzaine de jours devaient être purgés de tout recours. Donc voilà, donc le projet est bien avancé, c'est du concret. La collectivité donc, a joué un rôle déterminant puisqu'on a fait une charte,
aussi, qui est signé par les opérateurs, pour qu'il y ait une règle du jeu avec les droits et les devoirs de chacun, n'est-ce pas? Et c'est vrai que c'est la communauté des communes et la collectivité qui dicte, si on peut dire, et qui fait respecter cette charte. Alors, on comprend bien que la collectivité est le chef d'orchestre. Peut-être la vision du développeur maintenant. Vincent Vignon à GHD, vous pouvez peut-être passer le micro, merci. Vous, justement, quand on vous a dit, par exemple, on enlève les 500 hectares de forêt, quels étaient votre retour, votre ressenti, et comment vous avez travaillé avec les citoyens et les collectivités pour faire accepter ce projet ? Quand on aborde le développement de projets d'énergie renouvelable, c'est avant tout une approche territoriale. Et je tiens vraiment à souligner l'accompagnement du président Girardi et des collectivités qu'il représente, que ce soit les communes et la communauté de communes, mais aussi le département, parce qu'il a réellement mis en place un travail en équipe. Il n'y a pas de baguette magique en matière d'acceptabilité, si ce n'est que j'ai l'impression que plus on en parle et plus on se crée des oppositions d'acceptabilité. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive collectivement à changer nos éléments de langage dans la matière. En tout cas, si on commence dès le démarrage dans la logique et qu'on s'appuie aussi sur la réglementation, je vais parler plutôt de la réglementation et des stratégies éviter, réduire, compenser qu'on utilise tous au quotidien. Évidemment, quand on a un îlot foncier, la logique commerciale ou industrielle voudrait qu'on essaye de mettre le maximum de modules photovoltaïques sur un même espace. Mais quand on a la chance de travailler à une échelle aussi large qu'une commune ou qu'une collectivité, il faut avant tout se considérer à la fois comme un invité sur ce territoire-là, être à l'écoute et pousser dans le même sens que la collectivité. Et donc quand la collectivité dit je le sens pas, la forêt au départ c'était une bonne idée parce que puis je pense que beaucoup vous connaissez le massif des Landes de Gascogne et que ça a été, alors on parle de forêt, c'est de la monoculture de pins maritimes, donc c'est évidemment pas comparable avec des forêts primaires ou avec d'autres forêts plus diversifiées en France, mais le massif landais porte une bonne part de la puissance photovoltaïque en France avec tout un tas de raisons. Mais quand une collectivité nous dit « je le sens pas », en termes d'acceptabilité, ça va pas passer, c'est pas la peine de s'accrocher à ces hectares-là qui vont au contraire plutôt animer et entretenir le clivage entre les pour et les contre. Et il faut de bonne foi accepter ce que le territoire nous fait remonter comme message. Donc les terrains agricoles, c'était l'objectif, et puis c'est un territoire dans lequel le monde agricole porte le territoire, le Lot-et-Garonne. Si on enlève les agriculteurs, il y a un pan de l'économie entier qui tombe, en France, mais particulièrement dans le Lot-et-Garonne. Et là aussi, il faut souligner l'accompagnement précurseur de la Chambre d'agriculture, qui a toujours défendu les projets agricoles, et qui a accompagné les opérateurs dont nous. Alors nous, on porte 3 projets sur ce complexe, sur ce territoire. Ça représente 438 MW à peu près au total, ces 3 projets. Et soyons vigilants sur le terme qu'on utilise. Il y a quand même 25 km d'un bout à l'autre des 6 communes. Donc c'est vraiment 3 projets qui sont... Alors sur les 3 nôtres, c'est 25, mais c'est vrai que sur la Comcom, c'est 35. Donc c'est vraiment des projets qui sont indépendants, qui ont leur timing propre, qui ont leurs agriculteurs propres. Et une des clés de la réussite quand on parle d'agrivoltaïque, c'est non pas d'essayer de venir implanter une techno et puis d'expliquer aux agriculteurs ce qu'ils vont devoir faire pour les 40 prochaines années, mais là aussi c'est de se positionner en écoute. Quel est le contexte, quelle est la problématique, quelle est la typologie des agriculteurs qui sont en place, quelle est leur lecture du monde agricole des 40 prochaines années. Et est-ce que ce projet se développe en installation, en diversification ou en réponse à une contrainte? Dans le Lot-et-Garonne, c'est un peu les 3 en même temps. C'est le sujet de la qualité et de la quantité des eaux, c'est le sujet du renouvellement des agriculteurs et c'est le sujet de la diversification. On passe de grands espaces de maïsiculture régulière à le retour de l'élevage, notamment au vin, et de la diversification avec des légumes et des plantes aromatiques et médicinales qui, à l'hectare, vont générer d'ailleurs plus de chiffre d'affaires et une économie qui sera meilleure que le maïs conventionnel, on va dire, en tout cas historique. Mais cette transition, elle se mène pas en un claquement de doigts. Vous avez mis combien de temps là, par exemple, pour toute cette concertation? Ça, on a mis à peu près, on a commencé en 2019. Les permis, ils ont été déposés en 2021, fin 2021. Donc on a mis à peu près 2 ans
Et encore une fois, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait parce qu'on est dans une team, dans une équipe Lot-et-Garonne où à 5 opérateurs, chacun était bien sur son espace, mais il y a toujours une grande solidarité dans le développement. Et surtout, je pense qu'on a toujours parlé d'une seule voix avec la Chambre d'agriculture et avec la communauté de communes. Et c'est vrai que les discussions avec l'administration étaient d'autant facilitées parce que même si on a mis 2 ans à déposer les dossiers, on a quand même mis 18 mois à obtenir les permis de construire. Alors, je ouvre très rapidement le volet aussi concertation locale, parce qu'il y a cette concertation globale, mais en local, évidemment, ça s'exprime par des porte-à-porte, par des présences dans des événements locaux pour expliquer, faire de la pédagogie, répéter le message. Globalement, le syndrome NIMBY s'exprime ici comme ailleurs. Mais à partir du moment où il y a un visage, où c'est incarné, où c'est un projet qui s'adapte et qui est construit par le territoire, l'acceptabilité est évidemment un peu meilleure et ça s'est exprimé. Le meilleur élément, et je ne me souviens plus si le président Girardi l'a cité, mais les CDPENAF, ça a été à l'unanimité. C'est-à-dire qu'on avait les associations de protection de l'environnement, les représentants des collectivités, les représentants du monde agricole et les services de l'État qui tous, d'une seule voix, ont donné des avis favorables à ces projets, alors même que le cadre de la loi d'accélération des énergies renouvelables et la définition de l'agrivoltaïque n'existaient pas. Et ça, c'est vraiment un enjeu fort, c'est qu'ici, dans le Lot-et-Garonne, on a l'exemple de ce que devrait, ou ce que pourrait être, en tout cas, une zone d'accélération. C'est une zone dans laquelle les collectivités se sont saisies avec force et cohérence sur les différents échelons et millefeuilles de collectivités en local, mais ce qui marche à un endroit ne marche pas forcément à l'autre. Ça fait plus de 15 ans que je fais du développement ENR en France. Je dis à mes jeunes collègues chefs de projet, ce que j'ai fait il y a 10 ans, aujourd'hui on ne le ferait pas du tout de la même manière. Et ça, c'est probablement un des risques qu'on porte sur les zones d'accélération, c'est d'essayer de vouloir faire la même chose partout. Alors que si on arrive et qu'on est à l'écoute et qu'on est collectivement sensible à la dynamique et à l'enjeu, il n'y a plus de questions pour savoir s'il faut le faire ou pas. Il faut y aller, il n'y a plus le choix. Donc poussons tous dans le même sens. Et là, on voit encore une grande hétérogénéité partout en France, que ce soit dans les collectivités et surtout dans les services de l'État qui attendent beaucoup trop des décrets d'application pour continuer à instruire des dossiers. Bon. Merci en tout cas pour cette belle illustration du Tarn-et-Garonne. Un dernier mot, monsieur... Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne, pardon. Monsieur Girardi, est-ce possible que les collectivités prennent part au capital de projets agrivoltaïsme comme celui-ci en 2 minutes. Oui, bien sûr. Ceci dit, mon collègue a évoqué le vote en CDPENAF. Je dirais que ça a été déterminant et le travail qu'il a fallu faire en amont, surtout les membres de la CDPENAF pour les convaincre effectivement du côté vertueux du projet a été important et ça a aidé pour tout le reste. Donc tous les permis ont été adoptés à l'unanimité. Et après je tiens à préciser, et notamment l'agriculteur que je suis, que les projets agrivoltaïques sont vraiment des projets agri. C'est-à-dire ce sont des parcelles à limite 300 hectares qui ne sont qu'en céréales aujourd'hui. Et là, on va refaire de l'asperge, qui est le verso hollandais. On va refaire des petits fruits, on va refaire des plantes médicinales, on va refaire des plantes à parfum, on va refaire des fraises, et y compris de l'élevage. Donc vraiment, ce sont des projets. Je tiens à insister là-dessus, parce que pour le milieu qui est le nôtre, ça a été aussi déterminant, parce que je ne vous cache pas qu'il y a un ascendant négatif, oui, mais l'agriculture qui sera dessus est bidon. Les preuves sont faites, notamment dans les Pyrénées-Orientales, où tout n'a pas été bien respecté. Voilà. Donc on a vraiment vu une volonté. Alors après, effectivement, sur ces projets, les opérateurs eux-mêmes proposent que les citoyens ou les collectivités puissent rentrer, puisque sur chaque ferme, c'est une société différente, normale, dans le fonctionnement naturel des projets, et les collectivités territoriales, la communauté des communes, voire des citoyens peuvent rentrer dans le capital et être actionnaires, donc être partie prenante sur les projets. Et même si, j'insiste, évidemment, c'est des niveaux d'investissement énormes. Nous, le projet, c'est 800 millions, le coût d'investissement sur l'ensemble. Même si c'est symbolique, je crois que c'est important aussi que les citoyens et les collectivités s'y impliquent, même si c'est qu'une part ou une demi-part. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage, cette belle illustration en tout cas de l'agrivoltaïsme. On va passer plutôt à l'éolien maintenant avec Fanny Lacroix. Donc vous êtes vice-présidente des maires ruraux et maire de Châtel-en-Trièves, Châtel-en-Trièves dans l'Isère.
Et avec les maires ruraux, vous avez travaillé notamment sur les différentes orientations que vous souhaitez pour les énergies renouvelables et vous allez présenter ces orientations dans 3 jours à votre congrès. Alors, quelles sont-elles? Comment développer les énergies renouvelables selon les maires ruraux? Oui, effectivement, c'est important de parler de ruralité quand on parle du développement des énergies renouvelables. Il y a des choses qui ont été dites ce matin. Et on sait que ce qui va se passer jusqu'en 2030, ça se passera évidemment beaucoup en territoire rural. Donc nous, on a pris conscience de ça au sein de l'Association des maires ruraux de France. Et on a décidé de lancer donc une opération d'implication des maires dans leur vision politique de comment est-ce que tout ça va se passer. Parce que, bon, vous le savez, les communes rurales, c'est les communes de moins de 3500 habitants, et donc nombre de ces communes ne bénéficient pas d'ingénierie. Et souvent, les maires sont des gestionnaires submergés. Donc ils gèrent le quotidien et n'ont pas forcément ni le temps, ni les moyens de se projeter et de construire une vision d'avenir pour leur territoire avec leurs concitoyens. C'est pour ça que la MRF s'est dit peut-être qu'il serait intéressant de construire un dispositif qui permette déjà pour la MRF de construire un discours qui soit légitime et partagé, parce que vous savez, les situations des communes rurales sont extrêmement diverses, et aussi pour permettre à une centaine de maires de faire cet exercice, de monter en généralité, de sortir un peu de ce quotidien qui nous submerge pour pouvoir construire une vision d'avenir. Donc on a fait ce qu'on a appelé, nous, le grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique, qui a été 6 mois de travail. On a embarqué dans la démarche 100 maires ou adjoints de communes assez bien réparties sur le territoire français. On les a fait dialoguer avec les meilleurs experts du climat. Il y avait vraiment une volonté de formation et d'apprentissage auprès de la connaissance scientifique. Et en même temps, on est allé repérer, nous, ce qu'on appelle les pépites, c'est-à-dire tout ce qui se fait déjà en milieu rural, parce qu'il s'en fait beaucoup, et c'est assez peu connu. Et ce qui marche très bien. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que les projets qui existaient en milieu rural, souvent, c'était des projets qui pouvaient apporter beaucoup au discours national. Pourquoi? Parce que c'est des projets en simplicité. C'est des projets où l'humain est au cœur de tout cela, où on est en lien direct avec le citoyen. C'est des projets souvent heureux, où il y a beaucoup de convivialité. Donc nous, on s'est dit que ça aussi, ça manquait dans une vision de la transition écologique par trop souvent technique et qui ne met pas assez ces valeurs-là au centre de l'échiquier. Donc on a fait ça, on a repéré ces initiatives, on a fait travailler ces 100 maires, on a pris un bureau d'études qui était spécialisé dans l'animation du débat public, et donc ces 100 ont proposé une trame d'acceptabilité en fait des projets d'EnR. Alors on n'a pas travaillé que sur ces sujets-là, mais on a un tiers de nos travaux qui étaient sur la sobriété et le développement des énergies renouvelables. Et donc ce qui ressort, effectivement, ça sera vraiment entériné ce week-end, puisque nous avons notre congrès national à l'Alpe d'Huez sur ce sujet. Et donc, ça sera notre président, Michel Fournier, qui va faire les principales annonces. Mais ce qu'on peut en retenir aujourd'hui sur ces travaux décents, c'est qu'en gros, le territoire, le milieu rural, qui représente quand même 88% du territoire national, ça, c'est déjà une donnée qu'il faut remettre aussi. Il est prêt, globalement, à être à la hauteur des enjeux, mais à certaines conditions. Et ce qui ressort fortement, la première des choses pour les maires ruraux, c'est de dire on ne veut pas subir. Il y a vraiment eu une impression de trop subir ces choses-là, et avec une partition politique qui a été plutôt à se dire on va dessaisir l'échelon communal de grandes décisions, donc il y a une perte de compétences pour beaucoup de maires, et donc une posture plutôt de subir les choses plutôt que d'être acteur. Donc un grand message de dire en fait on veut être dans le coup. Ça, c'est vraiment la première chose. Le deuxième élément, c'est de dire on veut bien des éoliennes, je prends l'exemple de l'éolienne, mais on veut aussi être inséré dans un récit de cohésion nationale. C'est de dire on n'est pas seulement un territoire servant. Certes, on a conscience qu'on a les biens communs naturels, que demain on produira l'alimentation durable, l'énergie, l'eau, etc., tout ce qui va avec, toutes ces aménités rurales qui sont définies, mais on veut aussi du service public. On veut bien des éoliennes, mais on veut aussi des boulangeries, des médecins et des écoles. Ça a été aussi un autre élément extrêmement important qui est issu de cette démarche. Et le troisième point, moi, que je reprendrai et que je trouve quelque chose d'extrêmement intéressant que met la ruralité dans le pot commun de la transition écologique, c'est de dire qu'il faut que ça se fasse de manière démocratique. Comme nous, on est au contact avec nos concitoyens. Et c'est vrai qu'on a nombre de villages qui fonctionnent très bien en associant en fait l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des habitants, sur la construction d'une vision d'avenir qui embarque et qui porte ce changement culturel. Donc nous aussi, c'est la manière dont on veut construire demain la transition écologique par la commune, qui doit être la cellule de base pour construire ces consensus sur la transition écologique. Alors on entend bien cet appel à la ruralité. Nicolas Wolf, vous êtes vice-président et directeur général de Boralex France.
Comment ça se passe justement, vous, sur vos projets, pour intégrer cette ruralité, ces appels des maires ruraux? Moi, je voudrais rebondir sur l'intervention de Fanny Lacroix qui est inspirante. On a la chance chez Boralex de coopérer avec la MRF. Et n'oublions pas que sans la ruralité, on ne fera pas la transition énergétique. Donc pour nous, en tant que développeurs exploitants, c'est finalement le point de départ absolu de tout développement, être capable de créer avec cette ruralité, avec ces collectivités avec qui on travaille, une relation de travail qui va nous permettre de déployer un projet. Ce qui me frappe, c'est qu'au cours des 6 dernières années, le positionnement de ces communes rurales a beaucoup changé. Et je pense que le changement majeur, c'est finalement la compréhension que aujourd'hui, les communes rurales sont les acteurs essentiels à la transition énergétique. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Tu as parlé de subir. Je pense que pour éviter justement cette sensation, il faut qu'on co-construise chacun de nos projets. Et nous, Boralex, on est opérateur depuis 20 ans en France, on a plus de 80 projets. Donc on a essayé de développer un ADN qu'on utilise sur le terrain qui vise systématiquement à embarquer avec nous la population, à commencer par le maire et son conseil municipal. Donc on a besoin d'un vote favorable évidemment pour lancer toute démarche. Et ensuite, on a un travail pédagogique, je dirais, pour permettre en fait d'expliquer notre projet pour que l'ensemble de la population, l'ensemble des administrés adhèrent à ce projet. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a évidemment des réflexions financières, puisque chaque projet amène effectivement des reversements, et je pense notamment à l'IFER, qui est l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau, qui nous permet de reverser de l'argent aux communes, qui leur permet d'investir pour ce que tu décrivais, des écoles, des maisons communales, etc. Et je pense que nous devons aujourd'hui aller au-delà de cet IFER, qui est une réglementation en place, et qu'il faut qu'on travaille 2 angles, l'angle du participatif, et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui systématiquement, proposer aux communes en fait, de monter à bord du projet. Alors, à hauteur de leurs moyens, parce qu'on est souvent confronté à des limitations en termes financiers, mais peu importe, je pense que c'est le démarrage en fait, de cette idée participative qui est très importante. Et ensuite, d'arriver à démontrer à chacun des administrés de ces communes en question les bénéfices qu'ils vont pouvoir retirer de ce nouveau parc solaire ou de ce nouveau parc éolien. Par exemple, on fait la promotion de chèque énergie pour que chaque habitant puisse comprendre que parce qu'il a accepté un parc d'énergie renouvelable, que cette énergie renouvelable est compétitive, il bénéficie en fait d'un tarif pour sa propre consommation qui sera inférieur à ce qu'il connaissait auparavant. De la même façon, on essaie aussi de promouvoir des bornes de recharge dans l'optique en fait d'une électrification du parc automobile pour permettre aux habitants de chaque commune d'adhérer à ce projet. Donc ça, c'est la partie commune. Et puis j'aimerais ensuite intervenir sur la relation qu'on a avec l'administration, qui est l'autre pendant en fait sur lequel on a aujourd'hui beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, expliquez-nous un petit peu justement. Alors, si ce travail est fait, si vous avez une commune qui est favorable, si vous avez l'ensemble des administrés qui est prête à accueillir un parc solaire ou un parc éolien, il faut ensuite qu'on puisse coopérer avec l'administration. Et moi, ce que je note, c'est que depuis la mise en place de la loi d'accélération des énergies renouvelables, on n'a pas de résultat. La réalité, c'est que malheureusement, on a des niveaux d'autorisation qui sont faibles, en tout cas trop faibles par rapport à nos objectifs, et on a des niveaux de rejet qui sont en train d'augmenter. Donc la loi d'accélération, pour ma part, est une loi de décélération. Alors moi, j'insiste sur ce point parce que sans mise en œuvre de la transition énergétique, même si on se fixe des objectifs ambitieux, nous n'arriverons pas sans une mécanique vertueuse, une mécanique efficace qui doit être en place. Donc on a, dans de nombreux cas, des administrations qui regardent un projet qui est porté par la commune, sur lequel on a 90% de votes favorables, avec un regard qui est extrêmement technique, souvent siloté. Et je peux avoir un projet, je peux vous citer le projet de Boson qu'on vient de perdre cet été, qui est un projet éolien, qui est un projet qui est réalisé sur une crête, sur lequel on avait déjà un parc depuis 17 ans. On essaie de faire l'extension, la commune évidemment est favorable. Ça fait 17 ans qu'on travaille ensemble en voisin. On a une instruction qui se passe parfaitement bien, j'ai 100% d'approbation et j'ai une DREAL, donc une partie de l'administration, qui nous oppose un refus pour des sujets de biodiversité, alors que le parc se trouve à peu près 300 mètres du parc précédent. Donc on se demande comment seul ce vote peut arrêter un projet. Donc ça, c'est un exemple très concret de problèmes auxquels on est confronté tous les jours, et quelle que soit en fait la qualité du travail qu'on réalise avec les communes, quels que soient les efforts qu'on produit
dans finalement l'adhésion des administrés. On a en face une administration qui n'a pas encore saisi l'importance du projet de la transition énergétique et qui, je pense, manque d'une vision globale dans la gestion de ces projets. Donc chaque finalement administration va gérer sa partie. On a besoin d'une trentaine d'autorisations et il suffit qu'une administration décide que le projet ne lui correspond pas pour perdre le projet. Et c'est ça qu'on doit corriger. Oui, on voit ça en éolien, mais aussi en hydroélectricité, notamment sur la biodiversité, la continuité écologique, etc. On va passer la parole à William Arkwright, toujours sur l'éolien et plus spécifiquement sur les zones d'accélération ou les zones de décélération, si je reprends vos mots. Est-ce que, en effet, toute cette concertation, parce qu'on entend qu'il y a des belles illustrations sur les territoires, mais est-ce que cette concertation, ça ne ralentit pas l'accélération? La première chose sur les zones d'accélération, pour le dire en 2 mots, elles sont nécessaires, elles sont prometteuses, elles ne sont pas suffisantes. Elles sont nécessaires parce qu'on ne fera pas 100 gigas, on part de 16 aujourd'hui, hein, donc il faut plus de 80 dans la décennie à venir, sans des zones d'accélération. On ne fera pas x2 la taille de notre parc éolien terrestre sans zone d'accélération. Elles sont prometteuses parce que je crois qu'il est encore, je dirais mais, Nicolas, je dirais mais, il est encore trop tôt pour juger. C'est pas parce qu'on est en pleine Coupe du Monde de rugby, j'ai un coup de pompe inférieur à celui d'Antoine Dupont, Melvin Jaminet, que je dis ça et que je botte en touche. Mais je pense qu'il est trop tôt pour juger. Donc je réserve mon jugement sur le mérite ou l'immérite de la loi du 10 mars. Elles ne sont pas suffisantes parce qu'elles doivent surtout pas être des zones exclusives. Si on fait ça, on ne touchera pas les objectifs que je mentionnais. La chose que je voulais dire enfin, c'est que l'accélération, ça dépend vraiment pas que d'une loi. Ça dépend des moyens et des investissements qui sont mis dans les DREAL, dans l'appareil judiciaire, dans les préfectures, du côté du réseau ou des réseaux. Je voudrais d'abord saluer votre plan, je crois que c'est industriel et humain, c'est ça ? Vous êtes engagé à... Un projet industriel et humain. Pardon, je ne suis pas de la maison, je vois ça de loin. Mais vous êtes engagé à diviser par 2 votre temps de raccordement, votre poste source express et tout ça. En fait, je pense que c'est le principal, sinon l'un des principaux enjeux de tout ce qu'on est en train de se dire. C'est très bien, nous, qu'on sorte des choses de terre, mais si vous ne raccordez pas, ça ne sert à rien. Et si on a une vision du réseau qui est incrémentale, on ne bouclera jamais les 100 gigawattheures. Il faut vraiment, pardon, c'est une expression tarte à la crème, mais un plan Marshall qui revoit à l'envers la problématique du réseau. Nous, il faut qu'on aille faire de l'hybridation près des points de connexion. Et vous avez besoin de moyens. Pardonnez-moi de vous le dire, mais vous avez vraiment besoin de moyens. Et je crois que la puissance publique commence à en prendre conscience. Et vous passez bien le message avec vos collègues d'RTE. Voilà pour l'accélération. Ensuite, pour répondre à votre question, en un mot, un seul. Comment voulez-vous qu'on fasse 100 gigas de solaire à l'horizon, alors qu'on part de 16, à l'horizon de la grosse décennie qui vient, qu'on ira chercher sur les 26 millions d'hectares que représente l'agriculture? Je suis d'accord. Moi, mon métier, je le fais pas dans la ville, en urbain. Je ne peux le faire qu'en zone rurale. Sinon, il n'y a pas d'éolienne au-dessus du métro. Et on ne réussira pas le solaire sur les toitures haussmanniennes. Comment peut-on faire si on ne concerte pas? L'agrivoltaïsme, on en a enfin une définition. C'est quoi? C'est d'abord une solution agricole, d'abord une solution agricole, d'abord une solution agricole. Je le dis 3 fois pour que ça soit très clair. Et ensuite, quelque chose d'énergétique. Mais si vous ne pouvez pas faire d'agrivoltaïsme, si vous ne concertez pas et que vous ne construisez pas avec le monde agricole, ça ne marche pas. On sent bien à travers tous vos témoignages que la concertation, c'est vraiment le maître mot. Tous les publics ensemble pour essayer de construire des projets. Et Monsieur Arkwright, donc d'Engie Green, vous me tendez la perche pour passer la parole à Marianne Legnaud par rapport au réseau. La 5e roue du carrosse, hein, on peut dire comme ça un peu. 5 milliards d'investissements par an. Je ne sais pas si c'est la 5e roue du carrosse, mais voilà, c'est beaucoup. Crucial en tout cas pour la transition, c'est un rôle essentiel. Donc j'allais dire une question simple, est-ce que le réseau sera capable d'absorber cette accélération des énergies renouvelables? Bonjour à tous, merci pour cette question et de souligner le rôle indispensable du réseau, du réseau que Kenedis gère et qui appartient aux collectivités locales qui sont sur scène et aussi beaucoup dans la salle. Hier, si on dépasse la seule France, l'Agence internationale de l'énergie
a sorti un rapport sur les enjeux énergétiques mondiaux, notamment le développement nécessaire des énergies renouvelables. Et au niveau mondial, pour eux, il faut construire chaque année 2 millions de nouvelles lignes, 2 millions de kilomètres de lignes nouvelles. Donc ça donne dit autrement, quand on investit 1 euro dans un projet renouvelable, il faut mettre aussi 1 euro dans le réseau, et à 70% c'est dans le réseau de distribution, pour rendre cela possible. Parce que les énergies renouvelables, en effet, elles ne sont pas en l'air, elles ont besoin d'être raccordées à un réseau de distribution d'électricité qui est présent partout en France. Et en la matière, il n'y a pas de zone blanche. On a beaucoup parlé de la ruralité, mais on a la chance d'avoir un réseau qui est présent partout en France et qui est le plus grand réseau européen, qui fait 35 fois tour de la Terre, donc il est déjà très développé. Mais effectivement, Enedis, tous les 4 ans, construit un nouveau tour de terre pour rendre l'électrification des usages, si on est du côté des usages, véhicules électriques, pompes à chaleur, data center, etc., mais surtout la production d'électricité possible. Parce que effectivement, les chiffres dont on parle, ce sont des chiffres extrêmement importants. Ce qu'on doit faire d'ici 2050 pour être au rendez-vous, c'est à la fois baisser de 40% notre consommation d'énergie par de la sobriété, par de l'efficacité énergétique, mais c'est faire x2 en part de l'électricité, qui est aujourd'hui à 25%, qui doit passer à 55 et plus dans notre consommation d'énergie d'ici 2050. Donc évidemment, les énergies renouvelables ont un rôle extrêmement clé dans cette perspective. 90% d'entre elles en France sont raccordées au réseau de distribution géré par Enedis. Donc oui, merci de le souligner, nous sommes au cœur de ces enjeux. Et oui, et je suis très heureuse d'entendre tous les propos qui viennent d'être tenus par des fédérations notamment avec qui nous travaillons, par des producteurs avec qui nous travaillons. 2/3 de ces énergies renouvelables sont implantées dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc les enjeux de planification territoriale, de ruralité, de continuité territoriale sont absolument clés. Et donc oui, nous sommes sur un trend d'accélération profonde du raccordement de ces énergies renouvelables. Je vous donne quelques chiffres. Si on prend 2019, on va dire une année avant Covid, parce que Covid fausse un peu les choses, Enedis raccordait 2,5 gigawatts d'énergie renouvelable en 2022, dernier chiffre disponible, mais on espère battre notre record en 2023, c'est 3,8. 2,5, 3,8. Là-dedans, 0,8 de solaire, 2,5 de solaire en 3 ans. Et ce n'est pas seulement en mégawatts ou gigawatts, c'est en nombre d'installations. Parce que c'est aussi ça, la révolution qui est en train de se passer, c'est le nombre de sites de production en renouvelable. Donc, le 2,5 gigawatts, c'est 30 000 sites. Le 3,8, c'est 90 000 sites. Et nous en sommes déjà à 180 000, alors même que l'année 2023 n'est pas finie, ce qui porte le total de l'ensemble des sites renouvelables raccordés au réseau à 750 000 sites, dont 330 000 autoconsommateurs, qui est l'autre phénomène dont on n'a pas tellement parlé dans cette table ronde, mais qui est aussi un phénomène sociétal extrêmement important. Donc on est dans un trend d'accélération, mais il faut continuer. Et il faut encore continuer à accélérer. Donc nous, on se prépare à raccorder à terme 5 gigawatts et plus de renouvelables, si c'est possible, si les questions d'acceptabilité, de matériel, de gestion des sols sont mieux peut-être appréhendées. Et donc oui, la planification, elle est clé, c'est-à-dire tout ce qui vient d'être dit, mais c'est aussi prendre en compte les disponibilités du réseau, parce que ça prend toujours plus de temps de construire des nouvelles infrastructures, des lignes à haute tension, des postes sources. Donc, on raccorde évidemment tout ce qui est possible, merci d'avoir mentionné les délais, le plus vite possible, mais il faut aussi mieux planifier et donc orienter quand cela est possible. Il y a aussi d'autres critères à prendre en compte, mais les projets, là où le réseau est prêt à les accueillir le plus vite possible, au meilleur coût technico-économique, qui est effectivement à la fin aussi un coût payé par la collectivité nationale quand on prend l'ensemble. Donc pour ça, et j'ai bien aimé l'expression qui a été employée, il faut de l'ingénierie, donc il faut aider, il faut donner à voir. Et ce que fait Enedis, c'est que nous développons des outils digitaux. Là, le numérique est l'allié de
transition écologique, notamment un portail qu'on a ouvert il y a quelques mois pour les collectivités locales, et 24 000 d'entre elles ont ouvert un compte qui leur permet d'avoir accès à des outils de simulation des conditions de leur raccordement. Les conditions, c'est la rapidité, la capacité et le prix, évidemment. Donc, on est bien sur ce train d'accélération, mais il faut effectivement que le réseau ne soit pas l'angle mort de cette vision, parce que la planification, Fatih Birol, je citais l'Agence internationale de l'énergie, il a dit « Développer les énergies renouvelables sans penser au réseau, c'est comme si on construisait des magnifiques voitures sans route ». Donc c'est une image qui est frappante. Et donc il faut bien sûr l'englober à la fois dans les programmes d'investissement. Donc nous, je l'ai dit, nous avons prévu d'investir plus de 10 milliards d'ici 2040 sur les 96 milliards que nous allons investir. 10 milliards consacrés au seul raccordement des énergies renouvelables. Je ne parle pas de véhicules électriques ou de résilience du réseau, mais il faut continuer dans cette optique de concertation collective que vous avez beaucoup développée les uns et les autres, et moi j'y crois profondément, de partir. Ce n'est pas avec les territoires que ça se passe, c'est dans les territoires que ça se passe, et en particulier dans la ruralité, mais avoir une vision globale, anticipatrice, prospective, effectivement. Nous développons des postes sources express, c'est-à-dire qu'on a divisé par 2 les délais pour les installer, et beaucoup de nouveaux sont dédiés exclusivement aux énergies renouvelables. Donc c'est aussi beaucoup d'innovation et d'industrialisation derrière tout ça. Donc on sent une préparation technique, en tout cas du réseau, avec des moyens, des investissements. Il y a des moyens humains aussi qui sont développés pour appréhender, parce que vous êtes partout sur le territoire. Je ne sais pas combien de salariés vous avez, mais vous êtes partout. On est partout, parce qu'on est un service public et à la fois une entreprise industrielle, mais surtout très locale, puisque nous sommes partout sur 95% du territoire, sur plus de 800 sites, avec 39 000 salariés, puisque vous me posez la question. Et donc effectivement, j'ai parlé des moyens financiers, des moyens d'ingénierie, des moyens techniques, parce qu'il faut aussi... Et moi, je suis très heureuse qu'on parle de réindustrialisation, parce que pour tout ça, il faut des entreprises qui fabriquent des câbles, qui fabriquent des transformateurs, et le plus possible en France, parce que c'est avec une énergie une électricité qui est grandement décarbonée. Donc la filière des réseaux, c'est 1600 entreprises, 100 000 emplois à l'heure actuelle. Mais il faut aussi des bras, il faut aussi des compétences dans des métiers qui évolue profondément. Auparavant, Enedis envoyait des salariés à pied, regarder l'état des lignes et voir si ça avait besoin de maintenance. Aujourd'hui, nous envoyons non plus des hélicoptères parce que c'est polluant, mais des drones combinés à de l'intelligence artificielle qui vont prendre les photos. On va gérer ensuite par de l'algorithme, et ensuite c'est évidemment l'œil humain qui va dire. Donc ce sont des métiers dont le contenu se transforme, dont le sens, la mission va contribuer à la transition écologique, lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas besoin de faire du greenwashing. Je veux dire, il est là tous les jours, et les hommes et les femmes d'Enedis le portent tous les jours. Mais il faut qu'on soit attractif, et donc il faut changer le regard de l'éducation nationale, des parents, des familles, sur ces métiers qui sont d'abord des métiers techniques et qui vont être, si on ne fait rien, rapidement en tension. Je vous donne un seul chiffre. Chaque année, il sort 8000 jeunes du bac pro électrotechnique, avec un diplôme bac pro électrotechnique. La seule filière des réseaux électriques, on ne parle pas de toutes les autres industries, elle a besoin de 8000 salariés. Il sort 8300 jeunes avec un diplôme bac pro. Donc vous voyez, on arriverait à saturer à nous seuls, alors que d'autres, l'automobile, ont besoin aussi de ces jeunes. Donc ce qu'on a développé avec la filière, et avec le soutien très actif de l'éducation nationale, c'est de créer des classes qu'on a appelées les écoles des réseaux pour la transition, les réseaux électriques pour la transition écologique. Ça consiste tout simplement à aller voir les lycées pro et à leur dire ouvrez des classes avec des contenus réseau à l'intérieur des enseignements. Et on a aujourd'hui 40 lycées qui sont volontaires. On pensait en ouvrir 10 à la rentrée. 40 lycées, c'est 2000 jeunes touchés qui vont se voir offrir, bien évidemment, un stage dans les entreprises de la filière, un mentor et sans doute un emploi futur. Et ce projet, on n'en est qu'au début. On va continuer avec le BTS, avec la licence.
rencontre beaucoup plus d'enthousiasme que ce qu'on imaginait au départ. Donc, ne pas sous-estimer, bien sûr, c'est des CAPEX, c'est des investissements, c'est de la technologie, mais c'est aussi des matériels disponibles. On a eu une immense crise des matériels il y a 2 ans, du fait de Covid, du fait de la crise chinoise, puis ensuite de la guerre en Ukraine. Mais c'est aussi des compétences humaines qu'on doit convaincre et attirer dans ces enjeux qui, je trouve, moi, sont tout à fait enthousiasmants. Je reviens juste sur un point par rapport à la planification des zones d'accélération. À l'échelle de la commune, des régions, de l'État, quel est le rôle d'Enedis par rapport au schéma de raccordement aussi, aux comités régionaux? Alors, dans les comités régionaux, nous sommes présents, dans les 12 comités régionaux, et on en est très contents, puisqu'on va pouvoir amplifier le travail qu'on fait déjà avec les collectivités locales de toute taille, hein, et donc d'abord avec les communes, les communautés de communes, les départements, les régions. Nous travaillons avec elles toutes, d'ores et déjà pour les aider avec RTE à prévoir ce qu'on appelle les S3RENR, hein, donc qui sont les schémas, mais dont on voit que dans certaines régions, alors qu'ils sont en train d'être délivrés, eh ben, leurs capacités sont déjà dépassées, déjà saturées. Donc il faut accélérer cette planification. Donc notre rôle, c'est d'être un acteur en partenariat, parce que nous, notre vision, c'est qu'on ne fait rien tout seul, on fait avec les collectivités locales et avec les fournisseurs et avec nos clients et avec les producteurs qui sont nos partenaires, pour ensemble avoir les données. Donc ça suppose d'avoir des données disponibles, j'en parlais, donc ça on les met à disposition, de les rendre facilement utilisables, d'où l'utilisation des portails digitaux que je mentionnais, pour ensemble essayer de construire ces zones d'accélération par rapport à des enjeux. On a parlé là des années à venir, on attend une future PPE, on est bien sur des enjeux x2, x3, x4. Hein. Donc on a vraiment accéléré, mais il faut continuer, et donc il faut aussi faire autrement. Très bien, merci beaucoup. On a très bien saisi les enjeux. Je vous remercie tous. Je vais juste garder Madame Legnaud, Madame Lacroix et Monsieur Bouillon pour une dernière question de synthèse. En tout cas, je pense qu'on peut applaudir tous les participants. Merci. Merci. Bon, je me rapproche un peu. Hop. Alors, dernière question à tous les trois. Donc, voilà, en synthèse, selon vous, s'il y avait une solution pour réussir cette planification et cette articulation à tous les niveaux, donc une planification cohérente, qu'est-ce que ce serait? Christophe Bouillon, pour les petites villes de France, peut-être? D'abord, cette table ronde, elle est très inspirante parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Entre différents rapports qui ont été rappelés, les chiffres qui ont été donnés, ce qu'a produit l'ADEME, ce qu'a produit RTE, ce que produit l'AIE, bref, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas faire. Parce que quand on voit dans les collectivités et les industriels, les opérateurs, on sait faire et ça marche. Tout à l'heure, mon voisin évoquait un plan Marshall. En fait, si on veut réussir, il faut faire une sorte de Notre-Dame des énergies renouvelables. Pourquoi ça marche Notre-Dame? Pourquoi on va faire en sorte de reconstruire Notre-Dame dans les délais qui ont été fixés? D'abord, parce qu'on y met beaucoup de moyens. Et Enedis, la présidente vient de le dire, à un moment ou à un autre, il faut mettre beaucoup de moyens. Il y a des chiffres, quand on évoque 10 milliards, c'est ça concrètement, ne serait-ce que pour les réseaux. Et ça n'englobe pas tous les investissements qui sont nécessaires par ailleurs. Et puis, il faut du dérogatoire. Ça a été dit tout à l'heure par le dirigeant de Borelex, à un moment ou à un autre, ce qui pêche, c'est qu'on est pris dans un magma, parfois, de procédures et d'injonctions contradictoires à l'échelle des territoires. Donc, pour que ça marche, ma réponse, elle est simple. C'est qu'il faut qu'on fasse comme Notre-Dame. Beaucoup de moyens dans la durée et du dérogatoire pour accélérer les procédures. C'est ça l'accélération. C'est l'accélération des procédures. Et l'État doit regarder à l'échelle locale la façon d'appréhender plus facilement l'ensemble de ces enjeux. Bon, on a bien retenu Notre-Dame pour les énergies renouvelables. On comprend bien. Madame Legnaud, un mot de synthèse? Non, mais pour poursuivre sur l'exemple inspirant du président Bouillon sur Notre-Dame, je pense que si tout le monde se mobilise pour Notre-Dame, c'est parce que c'est inspirant aussi.
Bien sûr, il faut mettre des moyens, personne n'en discute le sens, mais tout le monde se sent porté par un récit collectif. Et peut-être ce qui nous manque, au-delà de tout ce qu'on vient de dire et que je partage totalement, c'est ce récit collectif qui soit positif, qui soit facteur d'adhésion, de sens à moyen, à long terme, parce qu'on doit le faire ici et maintenant, mais on doit le faire surtout pour nos enfants et nos petits-enfants, dans un monde quand même dont les ressources sont finies. Donc je pense qu'il faut aussi le dire très clairement, hein, ce n'est pas la technologie qui va nous sauver, parce que sinon ça serait déjà fait. Et donc comment on le fait? Avec quel récit collectif qui porte et qui soit, évidemment, on est là sur l'énergie, on parle d'électricité, mais c'est bien au-delà là, c'est changer nos modes de vie en se déplaçant, comment on consomme, comment on travaille, comment on se déplace, et donc avoir un récit un peu global qui embarque tout ça, en tenant compte du fait que les ressources sont aussi finies. Donc ce dont nous parlons, c'est aussi des terres, des sols, des matériaux rares. Il faut des filières de réemploi et de recyclage. Je pense qu'il faut l'intégrer dans ce récit collectif pour que ça ne soit pas juste un débat technique de spécialistes dont on est tous convaincus des enjeux. On est juste sur le comment on fait. Oui, mais il faut embarquer tout le monde avec nous. Alors justement, Fanny Lacroix, sur le récit positif, j'allais dire, vous, c'est votre dada, l'implication citoyenne, vous portez un projet éolien sur votre commune, alors en Isère, alors on a plutôt l'habitude de l'hydroélectricité que de l'éolien, mais vous avez réussi à embarquer tout le monde. Pour vous, le récit positif, ça a pris quelle apparence? Comment vous avez fait concrètement? Alors oui, moi je pense que le récit est absolument fondamental, parce que c'est quoi l'enjeu? C'est que tout le monde se mette en posture d'acteur. Et c'est là où moi je crois beaucoup en la vertu de la commune, dans sa proximité avec le citoyen. Et si demain les énergies renouvelables sont le symbole de regagner en capacité d'agir local, je pense qu'on aura gagné. Effectivement, donc sur mon territoire, j'ai un projet éolien sur lequel on discute beaucoup avec les habitants depuis la COP de Glasgow. Parce que donc il y a eu cette COP. Moi j'ai été élue en 2020, je ne suis pas maire depuis très longtemps, mais donc quand j'ai été élue, tout de suite j'ai été démarchée par des opérateurs pour faire un parc éolien en terrain communal. Et donc j'ai attendu un petit peu, et quand il y a eu la COP de Glasgow, je me suis dit, oh là là, mais les enjeux sont tellement importants, il faut absolument que nos concitoyens puissent saisir ces choses-là, ces enjeux-là, dans leur territoire de vie immédiate, donc au niveau de la commune. Et donc ce qu'on fait à Châtel-en-Trièves, c'est qu'on a une politique d'éducation populaire, c'est-à-dire que les grands sujets de société, on fait venir des experts, même dans notre petit village de 500 habitants. Et notre force, c'est que tout le monde vient, donc on a une place publique qui est très animée avec beaucoup de débats publics. Donc on a débattu sur la COP de Glasgow, et puis moi je leur ai posé une question très, très concrète. Je leur ai dit, est-ce qu'on a besoin d'éoliennes à Châtel-en-Trièves? Alors je peux vous dire qu'il y avait 150 personnes qui se sont déplacées sur 500, parce que quand on dit qu'on va mettre des éoliennes, du coup ça fait venir aussi la population, et je crois que c'est positif. Et donc on a pris un an et demi, pour discuter ensemble de qu'est-ce que c'est, pourquoi on mettrait une éolienne ou pas. On a fait venir un spécialiste des études d'impact, ils ont pu poser toutes leurs questions. Et surtout, moi je leur ai posé la question, c'est quoi votre vision demain du village? Qu'est-ce que vous avez envie de faire à Châtel-en-Trièves? Pourquoi vous y êtes aujourd'hui? C'est quoi notre identité? Et pourquoi vous avez envie de venir ici? Et pourquoi on a de plus en plus de population qui veut venir sur notre territoire? Parce qu'on a une vision assez ambitieuse finalement de la commune. On a créé une commune nouvelle, on a réussi à sauver l'école, on a créé du service public de proximité, on a créé un café-épicerie associatif. Donc vous voyez, on a une politique de lutte contre la désertification très importante, et donc ça nécessite des moyens. Et donc je leur ai montré aussi, je leur ai partagé les finances de la commune. On a regardé, voilà, vous voulez faire tout ça, combien ça va coûter et comment est-ce qu'on va financer ça? Alors est-ce qu'on revient sur notre ambition, ou est-ce qu'on trouve aussi les éléments de financer un projet de vie en commun? Et donc on a aussi posé ces questions-là fondamentales. Et puis après, on a travaillé sur 3 scénarios, de se dire, on fait rien, mais à ce moment-là, est-ce qu'on dort bien la nuit? Et qu'est-ce qu'on fait pour le compenser le fait qu'on n'ait rien fait? Ou est-ce qu'on fait des éoliennes, mais du coup, on remet les clés à un opérateur privé? On sentait que ce n'était pas vraiment ça que les habitants voulaient faire. Et après, le 3e scénario, qui est sur lequel on travaille maintenant avec l'équipe municipale, c'est de dire, on y va, mais par contre, on garde la main. On garde la main, c'est-à-dire qu'on sait exactement, nous, quel type de projet on veut voir sur notre terrain. C'est nous qui en définissons les contours. Et puis, donc, on sera partie prenante de la gouvernance. Et surtout, les retombées économiques locales, on en fera du débat public pour construire un projet pour le village. C'est-à-dire que c'est tous ensemble qu'on va définir qu'est-ce qu'on va faire de cet argent.
Et ça pourrait être, par exemple, d'aider les ménages les plus précaires à s'engager dans la transition énergétique parce que c'est coûteux, ou ça pourra, par exemple, être le fait de monter une cuisine centrale pour monter un grand service public de l'alimentation pour les enfants et pour les personnes fragiles de notre commune en lien avec les producteurs du territoire. Donc c'est ce genre de choses qui font qu'un projet, je pense, après, porte le sens de regagner en capacité d'agir local. Et en tout cas, pour Châtel-en-Trièves, si on arrive à mettre des éoliennes sur notre commune, ça sera un symbole. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages très enthousiasmants. Merci à tous les trois. Alors, nous avons une question pour vous. À l'heure du panneau solaire bon marché, du déploiement du véhicule électrique et donc du véhicule to grid, quel peut être l'impact, l'implication d'Enedis dans les années à venir? Merci pour la question. Je ne sais pas combien de temps on a, mais l'impact, il est extrêmement important. On a focalisé là nos échanges sur les énergies renouvelables et donc la capacité à les accueillir sur les réseaux et en particulier sur le réseau de distribution. Et mon collègue de RTE arrive, donc il parlera de la partie raccordement transport. Sur la partie distribution, il y a le côté de la production, mais évidemment, il y a le côté des nouveaux usages de l'électricité. J'ai parlé de ce x2 en électricité. C'est pour répondre à des nouveaux usages dont vous avez cité une partie. Le véhicule électrique, si on regarde les chiffres là aussi, il y a aujourd'hui 1,2 million de véhicules hybrides et tout électriques en circulation en France. L'horizon 2030, c'est x7, c'est 8 millions. Et 2035, 17 millions. Alors peut-être qu'on se trompe d'1 million, peu importe. Il va falloir évidemment raccorder les bornes de recharge de ces véhicules électriques. Bien sûr, en autoroute, c'est pratiquement fait. On aura fini la fin de cette année à raccorder les 340 aires d'autoroute en recharge ultra rapide. En voirie, on accompagne donc les collectivités qui ont un schéma d'implantation de leurs infrastructures de recharge. Mais l'essentiel de la recharge, elle se fait à domicile. Donc 90% la recharge d'un véhicule électrique, ça se fait un peu au bureau, mais surtout à domicile. Et donc là, on a effectivement une ambition de contribuer à l'équipement des parkings en infrastructures électriques qui vont permettre de poser des bornes et des recharges. Donc, c'est du deux côtés, la production, les usages. En fait, c'est une deuxième électrification de la France dont on est en train de parler. On aurait pu parler, vous avez cité les pompes à chaleur également. Et donc, ça suppose d'investir beaucoup dans le réseau. J'ai cité ce 96 milliards d'investissements à l'horizon 2040. Il y en a une grande partie pour ces nouveaux usages. Il y en a une grande partie pour les énergies renouvelables. Et il y en a une grande partie également pour rendre ce réseau aussi encore plus résilient aux aléas climatiques et continuer à vous garantir une électricité qui est disponible 99% du temps en tout point du territoire, y compris dans l'hyper-ruralité où le service public que nous sommes est toujours là, est toujours présent. Donc des enjeux immenses qui sont des enjeux d'investissement, mais aussi techniques, technologiques et humains, et également sociétaux. Et c'est pour ça qu'Enedis est devenue, il y a 2 mois, une entreprise à mission pour regarder aussi ces enjeux via le comment on fait tout ça, de quelle manière responsable, avec qui, dans quel mode de concertation et de gouvernance on répond à l'ensemble de ces enjeux qui ne sont pas que techniques. Merci pour cette réponse. Fanny Lacroix, donc il y a une question aussi pour les maires par rapport aux zones d'accélération. Donc les maires ruraux et ceux des petites villes de France sont-ils assez armés pour faire ce recensement des zones d'accélération? Monsieur Bouillon, qui a dû partir, disait un manque d'ingénierie. Comment ça se passe chez les maires ruraux? Oui, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué vu la partition qui est donnée, la temporalité pour faire ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les communes rurales sont peu outillées, ont peu d'ingénierie, donc c'est vraiment un problème majeur. Et aussi parce qu'il y a une concertation à animer, et là-dessus aussi, lancer une concertation sur le développement d'énergies renouvelables, ça ne s'improvise pas. C'est un métier, c'est compliqué. Donc nous, on est conscients que toutes les communes rurales ne vont pas réussir à faire remonter les zones d'accélération, c'est évident. Pour autant, on a beaucoup
on a été beaucoup partie prenante au moment de la construction du projet de loi parce qu'on a vraiment martelé le fait qu'il fallait que ça parte de la commune. Pour toutes les raisons qu'on partage aujourd'hui. C'est évident, c'est de dire qu'il faut un moment que chacun se muscle dans cet exercice qui est devant nous, de dire il faut que chacun fasse sa part en responsabilité. Et aujourd'hui, je crois qu'on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on se rend compte que pour réussir la transition écologique, on ne va pas pouvoir continuer à dézoomer et à vouloir toujours regarder sur un échelon territorial de plus en plus important par des soucis quelque part d'économie d'échelle, ça ne va pas être possible. Et donc au contraire, il va falloir emmener tout le monde, et pour emmener tout le monde et porter un changement culturel, ça oblige l'État à changer sa lunette d'observation territoriale, et on se dit mais en fait la commune elle a encore du sens aujourd'hui, et notamment les petites communes rurales, le fait d'embarquer la population, etc. On en a beaucoup parlé. Donc nous on a beaucoup milité là-dessus. On pense que la loi elle est intéressante parce qu'elle porte ce changement de regard, qu'aujourd'hui on est au milieu du gué parce qu'on a perdu des habitudes, on s'est démusclé, que ça va être compliqué aussi. On a des maires qui aussi sont dans cette ambivalence de vouloir être au cœur de tout, et à un moment quand ça devient compliqué, ah bah je sais, c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver. Donc on les connaît aussi très bien. Mais pour autant, je pense que c'est important de faire l'exercice. On n'arrivera pas tous à faire l'exercice, mais en tout cas on va essayer nous aussi, association d'élus, d'être présents, d'essayer de structurer aussi les choses aux côtés de l'État. Donc on est vigilant nous à la structuration des choses au niveau des départements. On veut être présent au niveau des creux. Et on va quelque part aussi nous interpeller pour qu'il y ait des conditions d'expertise qui puissent émerger. C'est-à-dire que la problématique du maire rural, c'est qu'on voit bien, il y a de l'expertise technique qui existe, mais elle est différente aussi d'un territoire à l'autre. Et quand on est maire d'une petite commune, le problème, c'est qu'il y a un maquis d'expertise dans lequel on n'arrive pas à se situer. Et comme on est en train de gérer le cimetière et l'état civil, vous voyez bien qu'on n'est pas... Il y a le côté de la production, et évidemment, il y a le côté des nouveaux usages de l'électricité. J'ai parlé de ce x2 en électricité. C'est pour répondre à des nouveaux usages dont vous avez cité une partie. Le véhicule électrique, si on regarde les chiffres là aussi, il y a aujourd'hui 1,2 million de véhicules hybrides et tout électriques en circulation en France. L'horizon 2030, les communes rurales, je pense qu'aujourd'hui, on va se rendre compte que ce n'est pas suffisant et qu'il va falloir continuer à accompagner et se remuscler au niveau de la commune pour être moteur sur ces sujets. Donc ça va être difficile, mais c'est absolument nécessaire. Raccorder les bornes de recharge de ces véhicules électriques, bien sûr, en autoroute, pour vous aider et pour la rendre visible et vous la mettre fin de cette année à raccorder les 340 aires d'autoroute en recharge ultra rapide, nos implantations dans toutes nos équipes territoriales, les collectivités qui ont un schéma d'implantation de leur réunion, des comités de leurs infrastructures de recharge, mais l'essentiel de la recharge, justement, il y a une question de la salle par rapport à 90% cette mise à disposition de données qui sont en open data, et pourquoi pas aussi des données d'utilisation du réseau en live. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est déjà opérationnel? Électriques qui vont permettre, merci pour la question, parce qu'effectivement, et des recharge. Je crois que ça sous-entend tout ce qui vient des deux côtés, la production, c'est-à-dire la capacité, les usages, en fait c'est une deuxième électrification, mais aussi à la rendre exploitable, visible, à la mettre à disposition. Donc là, on ne parle pas de tableau Excel brut. Et donc ça suppose d'investir beaucoup dans le réseau. Ce qui compte, c'est de rendre un service aux collectivités locales, de proposer des solutions, une grande partie pour ces nouveaux usages qu'elles ont exprimés. Et donc oui, effectivement, il y a déjà beaucoup d'open data, Enedis s'est engagé il y a déjà très longtemps résilient aux aléas climatique et continuer à vous garantir. Les chiffres des réseaux sont pas toujours connus, 99 aussi que 99% du fait de Linky et des points du territoire, y compris dans l'hyper, dans les foyers français, le service public, de concentrateurs qui sont sur le réseau. Et nous sommes le plus grand gestionnaire des enjeux immenses d'objets connectés, qui sont des enjeux d'investissement, mais aussi techniques, nous seuls, évidemment les opérateurs de box et également sociétaux. Et c'est pour ça qu'une seule entreprise est devenue il y a 2 mois une entreprise opérateur. Pour regarder aussi ces enjeux, et là aussi c'est beaucoup d'investissement et d'équipe, c'est comment on fait tout ça, mettre à disposition responsable, avec qui, dans quel mode de concertation et de gouvernance en temps réel, mais surtout de les projeter de ces enjeux parce que la donnée maintenant intéressante, que ce soit Fanny Lacroix, donc il y a une question aussi pour les maires par rapport aux zones d'accélération. Ce qui intéresse les collectivités, donc les maires ruraux c'est de projeter ces capacités sont-ils assez armés le long de la durée des projets, et dans 2 ans, et dans 5 ans, et dans 10 ans, ça donne quoi? Qui a dû partir disait un manque d'ingénierie. Comment ça se passe chez les maires ruraux et à 10 ans, tout récemment, pour donner cette information à toutes les parties prenantes qui en ont besoin. La temporalité pour faire ça. Merci beaucoup à toutes les
les deux. Effectivement, les communes rurales, bah, sont mais un ça peu, n'arrête jamais, ils outillées, sont très motivés, ont donc peu ils ont plein de d'ingénierie. questions. Donc, C'est c'est moi, vraiment j'en avais intéressant. plus. un Eh oui, problème ça n'arrête pas majeur, et d'arriver. aussi parce J'ai un qu'il autre y a une canal. concertation Sauf si à vous devez animer, partir, et mesdames. là-dessus aussi, Sinon, on a une lancer une question concertation qui est à la sur fois le développement une remarque et une d'énergie question. Je vous la renouvelable, ça dire. s'improvise pas. Peut-on rappeler que C'est un l'objectif métier, en c'est solaire, compliqué. Donc nous, on est panneaux conscient photovoltaïques que en toutes les 2008 est communes de rurales vont pas 44 réussir gigawatts, à soit faire environ remonter les 50 zones 000 hectares, ce d'accélération, qui ne c'est représente évident. que 0,2% de la surface agricole utile française. On a été beaucoup partie Dans ce prenante au moment contexte, de la pourquoi construction du projet de défendre le loi modèle parce qu'on a vraiment martelé le d'agrivoltaïsme fait au qu'il fallait que sens ça de parte mettre de au la premier commune. plan de projets agricoles plutôt que de raisonner en priorité d'usage du foncier en identifiant les terres agricoles. Oui, c'est un peu loin, je m'en excuse. Les moins fertiles, voire non cultivées, sans obliger les porteurs de projets à monter et des projets aujourd'hui, je crois qu'on agricoles. est un peu au milieu du guet, Alors c'est-à-dire là-dedans, il y a qu'on une se question rend quand compte même, que pour réussir Est-ce la que vous transition la cernez écologique, on ne va pas pouvoir Pas tout à fait. continuer Bon, est-ce que j'ai droit à un à joker? dézoomer Est-ce que vous et à vouloir pouvez toujours préciser regarder votre sur question un échelon territorial de plus en plus voilà, bon, important en tout par cas, des soucis quelque part d'économie c'était une d'échelle. remarque Ça va sur- pas être possible. alors, Parce les qu'il faut surfaces au disponibles contraire pour emmener marcher. tout le On monde sent et pas puis très emmener tout le monde et très porter un changement et donc culturel. légitime pour Ça répondre à oblige cette l'État question. à changer Voilà, sa qui se lunette pose la d'observation question territoriale et on d'usage a vu du sol, en fait hein, la qui commune, fait elle a encore du effectivement- sens Merci aujourd'hui, pour la notamment les question. petites C'est communes combien de temps on a rurales, Et, embarquer la population, etc. On en a l'impact, beaucoup il est, parlé. on voit Donc nous, on a évidemment, il est beaucoup, ça se milité développe. là-dessus. Pourtant, on a pense effectivement, que il y a des projets, la des loi, choses elle est intéressante parce qu'elle porte ce taille, changement on de en a regard. parlé, Aujourd'hui, on est au de milieu très du grands guet parce projets, qu'on a à les perdu des accueillir habitudes, sur donc c'est les minuscule. réseaux plus modestes. Il y a aussi Ça le va être développement compliqué des aussi. On ombrières a de des maires parking qui qui aussi vont sont dans arriver cette en ambivalence de théorie vouloir concilier être au cœur de différents tout et en même usages temps ça devient compliqué. pour Ah bah, aller je plus sais, loin, c'est trop pour aller compliqué, plus je fort. vais pas y arriver. Sur Donc, je la le partie connais très bien. distribution, Mais pour plus autant, on pense intelligente. Il y a que le c'est côté de la important de production, faire mais l'exercice. évidemment, il y a le On côté n'arrivera pas de tous à nouveaux faire usages l'exercice, pour mais en tout cas, on va l'électricité. essayer. On va On marquer passe une x2 en pause. électricité. Et on se retrouve C'est pour répondre à des grand nouveaux merci usages que dans vos à vos internautes et intervenants, Aude, et merci à vous pour la qualité de Regardez les chiffres l'échange. aussi. Il y a aujourd'hui 1,2 million de véhicules hybrides et tout électriques en circulation en France. L'horizon 2030, c'est-à-dire que la problématique du maire rural, c'est qu'on voit bien, il y a de l'expertise technique qui existe, mais elle est différente aussi d'un territoire à l'autre. Et quand on est maire d'une petite commune, le problème, c'est qu'il y a un acquis de l'expertise dans lequel on n'arrive pas à se situer. les bornes de recharge de ces véhicules électriques, bien sûr en autoroute, on n'a pas le temps en fait d'aller faire ce travail de cette année à cartographie. raccorder les 340 aires Donc d'autoroute aujourd'hui, on a en conscience recharge de ultra ça. rapide. Moi, j'ai En voirie, l'impression que on dans les accompagne services de donc l'État, il y a les aussi une prise de collectivités qui ont conscience un à se dire, schéma il va falloir d'implantation de réarmer aussi les leurs préfectures, infrastructures les de recharge, sous-préfets, mais pour l'essentiel venir de la accompagner les recharge, communes rurales. elle En se tout cas, fait c'est des choses à qu'on commence domicile. à entendre. Donc On entend 90% aussi parler du la recharge dispositif d'un village véhicule d'avenir électrique, ça se fait pour un peu au passer, bureau, mais surtout à domicile. venir Et accompagner donc les là, communes on a rurales. Je pense effectivement l'ambition qu'aujourd'hui, on va se de rendre compte que contribuer à c'est pas suffisant l'équipement des et qu'il parkings va falloir continuer à en accompagner et se infrastructures remuscler au électriques niveau de qui la vont commune permettre pour de être poser des moteur sur bornes ces sujets. Donc ça va être et des difficile, mais c'est recharges. absolument nécessaire. Donc, c'est du deux côtés, la production, des réseaux, en tout cas, les usages. En fait, c'est une deuxième visible et vous la électrification de la à France, disposition, hein, et c'est dont ce qu'on est en parlé. On train n'a de pas faire pu parler, vous avez dans cité toutes les pompes à chaleur, nos implantations également, dans toutes nos équipes territoriales. et En ce donc, moment, ça suppose les futures d'investir réunions beaucoup des dans le comités de réseau. région. J'ai cité Alors, sur justement, 16 milliards d'investissements. Excusez-moi, justement, il y a une question de la salle par rapport à ces cette nouveaux mise usages. Il y en a une à grande partie disposition pour de les données énergies renouvelables, et il y en qui a sont une en grande open partie data et également pourquoi pour pas rendre aussi ce réseau des données aussi d'utilisation encore du réseau plus en live. résilient Est-ce que aux c'est aléas prévu? Est-ce que climatiques c'est et déjà continuer à vous garantir opérationnel? une électricité qui est Merci disponible pour la question, parce qu'effectivement, 99% du temps, en tout point du territoire, tout ce qui vient d'être compris dit, la dans donnée, l'hyper-ruralité, c'est-à-dire la où le service capacité public évidemment à la produire à grande échelle, est toujours et aussi à la rendre donc des exploitable, enjeux visible, à la immenses, mettre à disposition. qui sont Donc des là, on enjeux parle pas d'investissement, de mais aussi tableaux techniques, Excel brut, technologiques hein, et c'est un humains, intérêt d'envoyer et des milliers de sociétaux, de et tableaux. c'est Ce qui pour ça compte, c'est de qu'Enedis rendre un service il y a de aux collectivités locales, de proposer des solutions aux besoins via le qu'elles ont comment on fait exprimés, de quelle et donc, manière responsable. Il y a déjà dans quel mode de beaucoup d'open concertation data et et de Enedis s'est gouvernance. engagé On il y a répond déjà à très longtemps dans la de ces démarche enjeux qui ne sont pas d'open que data, techniques. et de même que les Merci données, pour cette réponse. les chiffres des réseaux ne sont Fanny pas Lacroix, toujours donc il y a une connus, question aussi peut-être le pour les fait aussi maires. que Par rapport aux zones d'accélération
d'agglomération, donc les maires ruraux et ceux des petites villes de France, sont-ils assez armés pour faire ce recensement des zones d'accélération? Nous sommes le plus grand gestionnaire Monsieur Bouillon, qui a dû partir, disait un manque d'ingénierie. Comment ça se passe chez les maires les ruraux? opérateurs de box ensemble, ça va être compliqué. Plus, mais une ça seule va être très entreprise, compliqué, vu Enedis, qui est le plus grand opérateur. La temporalité. Et tout notre effort, et là aussi c'est beaucoup d'investissements et d'équipes, c'est de mettre à disposition ces données, ont peu d'ingénierie, c'est vraiment en temps réel, mais surtout de les projeter parce qu'il y a une concertation à animer, et là-dessus aussi
maintenant lancer une intéressante, concertation que ce sur soit une le remontée de développement courbe de charge. d'énergies renouvelables, Si on ça ne parle s'improvise pas. de Linky, C'est un important. métier, c'est Mais compliqué. ce qui intéresse les Donc, collectivités, nous, on est conscient c'est que de projeter toutes les ces communes rurales capacités vont pas réussir à le long faire de la durée remonter des les projets. zones Et dans 2 d'accélération, ans, c'est et dans évident. 5 ans, et dans Pour 10 ans, ça autant, donne quoi? C'est pour ça on que a nous avons publié on a été beaucoup partie schéma de prenante au moment de la développement de construction du réseau projet de à loi 5 parce ans qu'on a et à vraiment 10 ans, martelé tout- le fait tout qu'il fallait que ça récemment parte pour de la commune. donner cette Pour information toutes les raisons à toutes les parties qu'on prenantes qui partage en ont besoin. aujourd'hui. C'est évident, c'est de dire qu'il faut Merci un moment que beaucoup chacun à toutes se les muscle deux. dans cet Attendez, exercice Ah bah, devant nous. mais ça encore. n'arrête De dire, il jamais, faut que ils sont chacun très fasse sa motivés, donc part ils ont en plein de questions. responsabilité. Ah, C'est moi, j'en très avais intéressant. plus. Je crois qu'on est un peu au Eh oui, milieu non, ça du n'arrête guet, pas d'arriver. c'est-à-dire qu'on se J'ai rend un autre compte que canal. pour Sauf réussir si la vous devez transition partir, mesdames. écologique, on ne va Sinon, pas on pouvoir a une question qui continuer est à la fois une remarque et une question. Je vous la et à lis. vouloir toujours Peut-on regarder rappeler sur que un l'objectif échelon en territorial solaire, de plus en plus enfin, important par panneaux des soucis photovoltaïques en quelque part 2008 est de d'économie 44 d'échelle, ça va pas gigawatts, être soit environ possible. Et 50 donc, 000 au contraire, hectares, il va ce falloir qui ne emmener tout le représente monde, que et pour emmener tout le monde 0,2% et de la porter un changement surface culturel, agricole ça utile oblige française. l'État à changer Dans ce contexte, sa lunette pourquoi d'observation défendre le territoriale modèle et on se dit, mais en d'agrivoltaïsme fait, la au commune, sens elle a de encore mettre du au sens premier aujourd'hui, plan et notamment les petites de communes projets rurales. agricoles Le fait plutôt que de d'embarquer la raisonner en population, priorité etc., on en a d'usage du beaucoup parlé. foncier en Donc nous, on a identifiant beaucoup, les terres on a agricoles. beaucoup Oui, c'est un peu milité loin, je m'en là-dessus. excuse. On pense Les que moins fertiles, voire que non la loi, cultivés, elle est sans obliger les intéressante parce porteurs de qu'elle porte ce projets à changement de monter des projets regard, agricoles. qu'aujourd'hui on est au milieu du guet parce Alors qu'on a là-dedans, il y a une perdu des question quand même, habitudes, hein. on s'est démusclé, Est-ce que vous la cernez? que ça va être compliqué aussi. Pas tout On à a fait. des maires qui Bon, aussi est-ce que j'ai droit sont à un dans joker? cette ambivalence de vouloir préciser être au votre cœur de question tout et à un moment quand ça devient compliqué, ah bah, je sais, c'est voilà, trop bon, compliqué, en je vais tout pas y cas, arriver. Donc on les connaît aussi très c'était bien. une remarque Mais sur pour autant, on pense que c'est les important surfaces de faire disponibles. l'exercice. On Enfin, on ne sent n'arrivera pas pas tous à faire forcément l'exercice, très mais en tout cas, on les va plus essayer, nous légitimes pour aussi, répondre à associations cette d'élus, question, d'être qui présents, pose la d'essayer question des de conflits structurer d'usage aussi les des choses sols, aux qui côtés fait de l'État. Donc on est vigilants, nous, à la structuration des choses au niveau des départements. On veut être présent au niveau des creux. Et on va quelque part aussi nous effectivement, il y interpeller a des pour qu'il y ait des projets conditions d'agri-photovoltaïsme d'expertise de qui toute puissent taille. On a émerger. entendu parler de très La gros problématique projets, du mais il y a maire aussi des rural, c'est projets qu'on de voit bien, taille il y a plus de modeste. Il y a aussi le existe, développement mais des elle est ombrières de différente aussi parking d'un qui territoire à l'autre, et vont quand on est maire arriver. d'une Donc petite l'idée commune, de concilier différents il y a usages un maquis de l'expertise dans pour aller lequel on n'arrive pas à se plus situer. vite Et faire comme les on est choses en de train de manière gérer le peut-être cimetière et plus- l'état civil, vous plus voyez bien qu'on intelligente n'a avec pas du le temps en fait d'aller faire multi-usage. ce travail de Merci cartographie. pour votre réponse et merci pour votre Donc, remarque. Question. aujourd'hui, On va a marquer conscience une de ça. courte Moi, pause j'ai l'impression et on se que dans les retrouve services de à l'État, il y a 16h30. aussi Un une grand prise de merci conscience à se dire, il va à vos falloir intervenantes et réarmer intervenants, aussi les Aude, préfectures, et merci les à vous sous-préfets pour la venir qualité accompagner les des communes rurales. échanges. En tout cas, c'est des choses qu'on commence à entendre. Nous, on entend aussi parler du dispositif Village d'avenir pour venir accompagner les communes rurales. Je pense qu'aujourd'hui, on va se rendre compte que ce n'est pas suffisant et qu'il va falloir continuer à accompagner et se remuscler au niveau de la commune pour être moteur sur ces sujets. Donc ça va être difficile, mais c'est absolument nécessaire. Je voulais dire à Fanny que pour la cartographie des réseaux, en tout cas, on est là pour vous aider et pour la rendre visible et vous la mettre à disposition. Et c'est ce qu'on est en train de faire dans toutes nos implantations, dans toutes nos équipes territoriales en ce moment pour préparer les futures réunions des comités de région. Alors justement, excusez-moi, justement, il y a une question de la salle par rapport à cette mise à disposition de données donc, qui sont en open data et pourquoi pas aussi des données d'utilisation du réseau en live. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est déjà opérationnel? Alors, merci pour la question parce qu'effectivement, je crois que ça sous-entend tout ce qui vient d'être dit, la donnée, c'est-à-dire la capacité évidemment à la produire à grande échelle, mais aussi à la rendre exploitable, visible, à la mettre à disposition. Donc là, on ne parle pas de tableaux Excel brut, hein, c'est aucun intérêt d'envoyer des milliers de tableaux. Ce qui compte, c'est de rendre un service aux collectivités locales, de proposer des solutions aux besoins qu'elles ont exprimés. Et donc oui, effectivement, il y a déjà beaucoup d'open data. Enedis s'est engagé il y a déjà très longtemps dans la démarche d'open data, et de même que les données, les chiffres des réseaux ne sont pas toujours connus, peut-être le fait aussi que du fait de Linky et des 36,5 millions de compteurs posés dans les foyers français, mais aussi des milliers de concentrateurs qui sont sur le réseau, nous sommes le plus grand gestionnaire d'objets connectés en France, hein, plus à nous seuls. Évidemment, les opérateurs de box ensemble en gèrent plus, mais une seule entreprise, c'est Enedis qui est le plus grand opérateur. Et tout notre effort, et là aussi c'est beaucoup d'investissement et d'équipe, c'est de mettre à disposition ces données, alors évidemment le plus possible en temps réel, mais surtout de les projeter dans le futur. Parce que la donnée maintenant intéressante, que ce soit une remontée de courbe de charge, si on parle de Linky, c'est important, mais ce qui intéresse les collectivités, c'est de projeter ces capacités
le long de la durée des projets. Et dans 2 ans, et dans 5 ans, et dans 10 ans, ça donne quoi? C'est pour ça que nous avons publié notre schéma de développement de réseau à 5 ans et à 10 ans, tout récemment, pour donner cette information à toutes les parties prenantes qui en ont besoin. Merci beaucoup à toutes les deux. Attendez. Ah bah, mais ça encore n'arrête jamais, ils sont très motivés, donc ils ont plein de questions. Moi, j'en avais plus. Non, ça n'arrête pas d'arriver. J'ai un autre canal. Sauf si vous devez partir, mesdames. Sinon, on a une question qui est à la fois une remarque et une question. Je vous la livre. Peut-on rappeler que l'objectif en solaire, panneaux photovoltaïques, en 2008 est de 44 gigawatts, soit environ 50 000 hectares, ce qui ne représente que 0,2% de la surface agricole utile française. Dans ce contexte, pourquoi défendre le modèle d'agrivoltaïsme au sens de mettre au premier plan de projets agricoles plutôt que de raisonner en priorité d'usage du foncier en identifiant les terres agricoles, oui c'est un peu loin, je m'en excuse, les moins fertiles, voire non cultivées, sans obliger les porteurs de projets à monter des projets agricoles? Alors là-dedans, il y a une question quand même. Est-ce que vous la cernez? Pas tout à fait. Bon, est-ce que j'ai droit à un joker? Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? Voilà, bon, en tout cas, c'était une remarque sur les surfaces disponibles. Enfin, on ne se sent pas forcément les plus légitimes pour répondre à cette question, voilà, qui pose la question des conflits d'usage des sols, hein, qui fait qu'effectivement partie de tous les critères d'acceptabilité. Mais enfin, on voit que concrètement, ça se développe. Et effectivement, il y a des projets d'agri-photovoltaïsme de toute taille. On a entendu parler de très grands projets, mais il y a aussi des projets de taille plus modeste. Il y a aussi le développement des ombrières de parking, hein, qui vont arriver. Donc l'idée de concilier différents usages pour aller plus vite et faire les choses de manière peut-être plus intelligente avec du multi-usage. Merci pour votre réponse et merci pour votre remarque question. On va marquer une courte pause et on se retrouve à 16h30. Un grand merci à vos intervenantes et intervenants, Aude, et merci à vous pour la qualité des échanges.